Bonjour et bienvenue. L'analyse qu'on examine aujourd'hui part d'une idée pour le moins déroutante. Et si les véritables leviers du pouvoir mondial n'étaient pas seulement l'économie, la politique, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien? Si le pouvoir utilisait un langage secret, un code basé sur les symboles, les rituels et même le mouvement des astres? C'est une question vertigineuse en effet. Les sources qu'on a ici sont un ensemble de notes qui proposent une critique qu'elles qualifient elles-mêmes d'ésotérique de l'analyse matérialiste classique. Et pour illustrer leurs propos, elles prennent une étude de cas très précise, la pensée d'Alain Soral. L'argument central, c'est que cette approche purement matérialiste, obsédée par l'argent, passerait complètement à côté de la dimension fondamentale du pouvoir, sa nature rituelle et archétypale. D'accord. Alors, essayons de déballer ça. Notre mission ici, c'est de comprendre la logique interne de ces textes, sans la juger, mais en la décortiquant. Ils affirment que les élites n'agissent pas au hasard, mais qu'elles suivent une sorte de code source pour orchestrer les événements. Un code que la plupart des analystes seraient tout simplement incapables de lire. C'est une affirmation pour le moins audacieuse, on est d'accord. Bon, commençons par un point qui va sûrement en surprendre plus d'un. Selon ces notes, l'astrologie ne serait pas une simple superstition, mais un outil de planification stratégique utilisé au plus haut niveau. C'est même présenté comme un pilier de ce fameux code source. En effet, et les textes lui attribuent des fonctions très précises. La première, c'est le choix du timing stratégique. L'exemple qui est donné est celui de l'invasion de l'Irak en 2003, qui aurait été délibérément planifié pour coïncider avec un cycle de Mars rétrograde. Une seconde. Mars rétrograde, pour la plupart d'entre nous, ça sonne juste comme une curiosité. Qu'est-ce que ça impliquerait symboliquement de lancer une guerre à ce moment-là? C'est une excellente question. Dans l'astrologie traditionnelle, Mars est la planète de la guerre, de l'action directe. Quand elle est rétrograde, son énergie est perçue comme étant tournée vers l'intérieur, bloquée, chaotique. Lancer une invasion à ce moment-là, selon la logique de ces sources, ce serait pas pour une victoire rapide et nette. Au contraire, ce serait pour s'assurer que le conflit s'enlise, qu'il dégénère en chaos durable, un choix délibéré de mauvais timing pour obtenir un résultat bien précis, le bourbier. Je vois. Le but n'est pas la victoire, mais le chaos. C'est une perspective radicalement différente. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi frappants? Oui, un exemple encore plus marquant est celui du 11 septembre 2001. Les sources insistent lourdement sur le fait que la date n'est pas un hasard. Elle aurait été choisie en plein cœur d'une opposition Saturne-Pluton, une configuration que ces textes interprètent comme la signature d'un événement sacrificiel planétaire. Attendez, événement sacrificiel planétaire. La formule est extrêmement forte. Ça veut dire quoi concrètement? L'idée avancée ici, c'est que cette opposition met face à face deux archétypes. Saturne, qui représente les structures anciennes, l'ordre établi, et Pluton, la force souterraine, la destruction, la renaissance. Une opposition entre les deux, c'est l'archétype même de la destruction violente d'une structure pour faire naître autre chose. Le sacrifice ici, ce serait un acte de psychomagie à l'échelle mondiale. Le but, choquer la conscience collective si profondément qu'elle accepte un nouveau paradigme. Le fameux état d'urgence permanent, la société de surveillance. C'est ça. On n'est donc pas que dans la planification militaire, et les notes évoquent aussi la finance. On parle de JP Morgan. Oui, la banque est citée comme ayant recours à l'astrologie financière. L'idée générale, c'est que l'astrologie, combinée à la numérologie, permettrait de coder les événements, de les transformer en ce que les textes appellent des machines rituelles. Là, il faut être précis. Est-ce que les sources affirment que c'est une politique officielle de la banque, avec des astrologues salariés, ce qui serait énorme, ou c'est plus fusif? Une culture officieuse. C'est un point crucial. Non, les notes ne parlent pas d'une directive officielle, elles décrivent plutôt une grammaire partagée par certains cercles au sommet. Un outil d'analyse supplémentaire, au même titre que l'analyse technique, mais qui reste discret. Il y a une analogie très parlante dans les notes pour résumer tout ça. C'est celle de l'amiral qui planifie une attaque. S'il ignore le calendrier des marées, il ne comprendra jamais pourquoi l'ennemi attaque à une heure précise. Il sera toujours en réaction. Mais s'il le connaît, il peut anticiper. Ici, l'astrologie serait ce fameux calendrier des marées du pouvoir. C'est exactement ça. Cette idée d'un calendrier des marées est fascinante, mais ça soulève une question évidente. Si les élites jouent avec ce calendrier, qu'en est-il de ceux qui n'en ont même pas conscience? C'est là, j'imagine, qu'intervient le cas d'Alain Soral. Précisément. Il est présenté comme l'archétype de l'analyste matérialiste avec sa grille de lecture marxiste. Et cette grille, selon les sources, le rend non seulement aveugle, mais surtout manipulable. Elles identifient plusieurs vulnérabilités. La première, c'est l'incapacité d'anticiper. En rejetant l'astrologie comme une superstition bourgeoise, il se prive d'un des outils de l'adversaire. Du coup, il est condamné à réagir aux événements après coup, jamais à les prévoir. Il combat des fantômes matériels, c'est ça l'expression utilisée. C'est l'expression, oui. Ça illustre bien le deuxième angle mort. Soral dénonce les oligarques, les banques, c'est très concret. Mais selon ses textes, il ne verrait que la surface de les hommes riches. Il ne verrait pas ce qu'ils appellent les entités rituelles qui les animent. Un oligarque, sans rituel, ce n'est qu'un homme d'argent.
Avec le rituel, il deviendrait un prêtre du pouvoir. Et en se focalisant sur l'individu, sur l'économie, il manquerait la force motrice derrière. Exactement. Les sources mentionnent aussi qu'il reste piégé dans une vision binaire du monde. C'est sa troisième grande faiblesse, liée à un concept que les textes nomment la magie du troisième chemin. Soral serait enfermé dans la dialectique classique, bourgeois contre prolétaire, etc. Or, les élites ésotériques, elles, transcenderaient cette opposition. Elles créent une synthèse symbolique qui manipule les deux camps en même temps. La magie du troisième chemin, c'est un peu obscur. Comment ça fonctionnerait en pratique? Imaginez le débat sur l'écologie. On vous présente un choix binaire. La thèse, la croissance à tout prix. L'antithèse, la décroissance, la protection de la planète. Les deux camps s'affrontent. Le troisième chemin, la synthèse, ce serait d'introduire la finance carbone, les taxes vertes. En apparence, ça résout le conflit. Mais en réalité, ça crée un nouveau marché très lucratif qui renforce le pouvoir financier tout en donnant l'illusion d'agir. D'accord, on ne choisit pas un camp, on change les règles du jeu pour contrôler tout l'échiquier. C'est l'idée. Et c'est ce mécanisme qui l'amènerait, lui et d'autres, à devenir ce qu'on appelle une opposition contrôlée. C'est la conclusion logique des sources. Parce qu'il ne comprend pas ce jeu à trois bandes, et surtout parce qu'il ne propose aucun contre-rituel, aucune mythologie alternative. Sa critique reste purement réactionnaire. Elle est donc facilement intégrée par le système. Il sert de repoussoir, de méchant officiel. Il valide la narration du pouvoir qu'il pense combattre. Parce qu'il ne menace jamais son langage symbolique. Jamais. Donc, pour résumer sa faiblesse, il serait comme un joueur d'échecs qui analyserait la matière des pièces, le bois, leur valeur, mais ignorerait les règles du jeu. C'est parfaitement ça. Il peut décrire les pièces avec une précision incroyable, mais il perdra toujours la partie car il ne comprend pas la grammaire invisible qui les anime. Ok, jusqu'ici, on est dans une critique, disons, intellectuelle. Mais les notes vont beaucoup plus loin. Et c'est là que ça devient, il faut le dire, assez dérangeant. On passe de l'analyse politique à des concepts comme le sacrifice. Oui, on entre dans le cœur du réacteur de cette pensée. Et pour ça, il pose une distinction fondamentale, la différence entre le crime et le sacrifice. Et l'exemple qu'ils prennent est celui de la pédocriminalité au sein de certaines élites. C'est un sujet terrible. Très. Et la distinction qu'ils opèrent est la suivante. Là où une analyse classique voit une perversion, une addiction, un symptôme de décadence, l'analyse ésotérique, elle, y verrait un rituel d'initiation et de cohésion. Le but premier ne serait pas la satisfaction d'une pulsion, ce serait de créer un pacte de sang par la culpabilité mutuelle, de libérer une énergie intense qu'ils appellent prana par la transgression absolue et de sceller une allégeance totale au groupe. le matérialiste voit le crime, il manque le sacrifice. Voilà, il manque l'objectif occulte. Et on retrouve cette même double lecture pour des organisations comme la franc-maçonnerie. Exactement. Pour un analyste comme Soral, les loges, ce sont des clubs de réseautage. Pour les auteurs de ces notes, c'est bien plus. C'est un langage symbolique pour coder l'histoire. La numérologie y joue un rôle clé. Le chiffre 11 est cité comme celui du désordre créatif. Chaque loge est vue comme une machine rituelle, un nœud énergétique dans un réseau planétaire. Et ça s'étend aux symboles qu'on voit tous les jours, comme sur le billet d'$1. Absolument. Une analyse matérialiste les décrirait comme de la propagande, de la décoration. Ces textes affirment qu'ils fonctionnent en réalité comme des talismans civiques. Des talismans civiques? Oui, des symboles chargés, conçus pour programmer la conscience collective à un niveau subliminal, pour canaliser l'énergie des masses, leur foi dans la monnaie, et pour sceller des pactes avec des forces archétypales comme la peur ou le nationalisme. Si on essaye de synthétiser cette partie, il y aurait donc plusieurs couches de pouvoir. C'est ça, le pouvoir est décrit sur 3 niveaux. Le niveau 1, la base, c'est l'économie, le matériel. C'est le niveau que l'analyse marxiste classique maîtrise. D'accord. Le niveau 2, c'est le symbolique, les mythes, les récits. Et le niveau 3, le plus puissant, c'est le rituel, l'action qui met en scène les symboles. Et donc, l'analyse matérialiste serait efficace pour le niveau 1, mais complètement démunie face aux deux autres. Totalement. Et selon ces sources, ce sont ces 2 derniers niveaux qui sont les véritables leviers de commande. Alors, que retenir de toute cette exploration? Si on suit la logique de ces textes jusqu'au bout, l'argument central est qu'une véritable opposition au pouvoir ne peut pas être uniquement économique. Pour être efficace, elle devrait cesser de jouer sur le seul échiquier matériel. Oui, la conclusion de ces notes, c'est qu'une contre-offensive devrait s'engager dans une déconstruction symbolique. Et plus important encore, proposer ses propres contre-rituels, sa propre mythologie positive. Il ne suffirait pas de critiquer l'histoire en cours, il faudrait avoir la puissance d'en écrire une nouvelle. Ce qui nous laisse avec une pensée finale, une question assez vertigineuse. Si les événements mondiaux sont effectivement codés avec un langage symbolique que la grande majorité d'entre nous ne comprend pas, si nous sommes tous, d'une certaine manière, des acteurs dans des rituels dont nous ignorons la signification, alors, quelles sont les implications sur notre perception du libre arbitre, tant au niveau individuel que collectif? Sommes-nous vraiment les auteurs de nos choix? Ou ne faisons-nous que réagir à des scripts invisibles, à des marées symboliques dont nous ne soupçonnons même pas l'existence? C'est une question à méditer.